Monsieur le Président du Conseil de développement, cher Philippe, je voudrais, et je crois pouvoir le faire en notre nom à tous, saluer très sincèrement, très chaleureusement, le travail du Conseil de développement. Un travail de longue haleine qui a été commencé il y a maintenant 10 ans. Et je voudrais saluer l'investissement totalement bénévole, je le rappelle, de toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans le Conseil de développement. Je crois que dans des sociétés qui vont toujours plus vite, où règne parfois l'immédiateté, savoir prendre ce temps de la réflexion du temps long est absolument indispensable. Vous avez travaillé sur de nombreux sujets. Je rappelle que dans le dernier mandat, c'est vous qui, les premiers, avez fait part de cette proposition que le sport de haut niveau devienne une compétence métropolitaine, une proposition que notre Assemblée a retenue dès le début de ce mandat. Depuis 2014, si je devais retenir 2 sujets de fond sur lesquels vous avez travaillé, j'évoquerais sans doute votre contribution précieuse au plan local d'urbanisme métropolitain et notamment une expression que j'avais retenue. Vous aviez évoqué le fait que nous devions imaginer un urbanisme à hauteur d'homme. J'avais rajouté à hauteur d'homme ou de femme. En tout cas, on comprenait bien là votre intention, comment partir toujours des besoins, des attentes et des usages des habitants. Le deuxième sujet que je voudrais mentionner, c'est votre contribution aux 3 grands débats. Je crois que vous nous avez aidés à percevoir la puissance transformatrice profonde de nos grands débats citoyens. Dès le premier, sur la loi où vous vous êtes mobilisés, sur la transition énergétique aussi, et puis plus récemment, sous le pilotage conjoint de Fabrice Roussel et de Claudine Chevallereau, à travers celui sur la longévité. Alors bien sûr, le Conseil devra évoluer, vous nous en parlerez peut-être, naturellement, les questions de parité, de diversité et aussi de rajeunissement, je le dis sans vous faire offense puisque vous êtes le premier à l'avoir signalé, sont des enjeux pour l'avenir. Quoi qu'il en soit, cette capacité à réunir des hommes et des femmes de parcours différents, de sensibilités différentes, d'abord autour de la chose publique, me paraît un élément absolument indispensable. Je me réjouis d'ailleurs que dans des moments où le Conseil de développement en général ait été menacé, puisque je rappelle que le projet de loi engagement et proximité envisageait de le supprimer pour certaines villes, que finalement les territoires aient fait valoir la nécessité qu'ils soient concernés. Un dernier mot pour saluer une initiative que vous avez prise depuis maintenant quelques années. C'est cette idée du grand territoire. Vous le savez, nous sommes ici attachés à cette idée de l'alliance des territoires, que la métropole ne peut pas se penser de manière auto-centrée, que l'intérêt des habitants de la métropole, qu'on parle de mobilité, qu'on parle d'alimentation, c'est de penser aussi les interactions gagnant-gagnantes entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Et sur cela aussi, vous avez pris votre part en engageant des dialogues avec vos homologues, avec les instances qui vous ressemblent dans les territoires que j'évoquais à l'instant. Pour tout cela, un très grand merci et je suis très heureuse que vous soyez notre invité ce matin et donc de vous laisser la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour Mesdames, Messieurs les élus. Merci de m'accueillir une nouvelle fois dans votre Assemblée. C'est un honneur particulier auquel je suis sensible et que je veux partager avec tous ceux qui s'engagent avec moi au quotidien dans les travaux du Conseil de développement. Pour vous, c'est le dernier Conseil métropolitain de ce mandat et pour moi, le terme prochain d'une présidence que j'exerce depuis 10 ans. Depuis la disparition de mon prédécesseur, Jean-Joseph Régent. J'évoque ici sa mémoire puisque certains d'entre vous l'ont connu et savent quel était son attachement au territoire. Rappeler cette mémoire du territoire n'est pas de la nostalgie, c'est aussi une manière d'éclairer un monde qui manque parfois de perspectives historiques. Je suis déjà venu m'exprimer ici à plusieurs reprises au cours du mandat. Cette expression est inscrite dans la loi de la République depuis 2015, confirmant ainsi une pratique habituelle à Nantes depuis déjà longtemps. En fait, depuis l'initiative prise par Jean-Marc Ayrault en 1996, une autre mémoire du territoire. Je ne suis pas venu dresser la galerie de portraits des grands anciens, d'autant que l'un d'eux est toujours actif, mais le rapprochement de ces 2 figures nantaises est pour moi une occasion de rappeler la nécessité d'une vision du territoire
et de son avenir qui dépasse les contingences du moment présent. Cette improbable rencontre entre deux hommes au parcours si différents est une illustration de cette alchimie du dépassement qui fait le succès de notre territoire. Et je suis assez fier de me situer dans cette lignée depuis 10 ans, en accompagnant une démarche qui fait de notre territoire une référence. Comme président du Conseil de développement, j'ai eu beaucoup d'activités nationales pendant toutes ces années. Et je peux vous affirmer, Madame la Présidente, que la métropole nantaise garde et conforte une image enviable. Mon propos ne s'inscrit pas dans la campagne électorale qui se déroule en ce moment, je le précise pour éviter toute interprétation étroite. Je connais un grand nombre d'élus de cette métropole, de toutes tendances, et j'ai apprécié dans ma vie professionnelle, comme dans mon activité de président du Conseil, la capacité des uns et des autres à dépasser les clivages. C'est dans le cadre de la loi qu'un rapport d'activité du Conseil de développement est mis à votre disposition. Ce document retrace la vie du Conseil telle qu'elle se déroule au quotidien, à travers nos rencontres, nos auditions, nos publications. Je ne vais pas en faire une revue détaillée, je vais même vous éviter le traditionnel et ennuyeux PowerPoint. Vous pouvez aussi vous reporter au site du Conseil et à sa modeste chaîne YouTube. Elle ne fait pas des millions de vues, mais elle a le mérite de compiler les sons et les vidéos d'un grand nombre de nos séances. Cet espace constitue une ressource intéressante pour chacun et pour la mémoire du territoire. Cette expression du Conseil de développement aurait pu être remise en cause en 2019, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. Le mouvement des Gilets jaunes et le grand débat national qui s'en est suivi ont débouché sur la mise en chantier d'un projet de loi intitulé « Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique ». L'objet de cette loi, adoptée par le Parlement en décembre, est d'abord de faciliter l'exercice du mandat des élus locaux. Son adoption a d'ailleurs fait l'objet d'un très large accord politique, mais à son origine, le projet de loi contenait des dispositions dites de simplification, comme par exemple de rendre facultatifs les conseils de développement. Au cours des débats parlementaires, le Sénat est même allé jusqu'à proposer de supprimer toute référence au conseil, en d'autres termes, de les faire disparaître. Le conseil de développement comme victime collatérale de la simplification. Finalement, un compromis a été trouvé à l'Assemblée nationale et les conseils de développement restent obligatoires dans les intercommunalités de plus de 50 000 habitants et facultatifs en dessous de ce seuil. Beaucoup d'élus locaux se sont mobilisés en faveur des conseils. Vous en avez fait partie, Madame la Présidente, et je vous en remercie, comme les parlementaires de Loire-Atlantique qui l'ont également fait. Cet épisode a été révélateur des contradictions d'une société qui veut promouvoir le débat public tout en considérant les structures qui le pratiquent comme superflues. Il y a eu une issue positive qu'il faut apprécier comme un encouragement à se renouveler. Le statut légal est essentiel, mais il ne confère pas à lui seul une légitimité, surtout dans un paysage où les collectivités ont multiplié les dispositifs participatifs. La légitimité s'acquiert d'abord par la qualité du travail fourni. Ce renouvellement va concerner aussi le Conseil de la métropole, le Conseil de Nantes Métropole, puisque j'ai indiqué que je souhaitais quitter la présidence. Ces 10 années ont passé très vite et je voudrais en retenir quelques points essentiels avec vous. D'abord, la liberté du Conseil. Nous avons toujours organisé nos travaux librement. À aucun moment, nous n'avons subi la moindre intervention dans notre fonctionnement et dans nos débats. Nous avons toujours disposé des moyens suffisants et de l'autonomie nécessaire, et notamment de l'autonomie du lieu. Je le souligne au moment où la Tour-Bretagne connaît quelques vicissitudes. Cette autonomie semble aller de soi, mais c'est un point qu'il faut souligner, car la situation peut varier grandement selon les collectivités. Deuxièmement, dans ce qu'il faut retenir, il y a aussi nos travaux. Je ne suis pas le mieux placé pour faire un plaidoyer pro domo, mais une certaine qualité nous est souvent reconnue.
On nous reproche parfois une culture traditionnelle de l'écrit, toujours trop long pour certains, mais nous essayons de ne pas être superficiels dans nos approches. Ces travaux, vous les connaissez, et l'objectif est qu'ils soient utiles à vos décisions. Au sein du Conseil, il y a souvent des frustrations sur le retour des élus par rapport à nos propositions. À chaque fois, j'essaie de faire comprendre que l'influence est une question de temps, de percolation. Après tout, bien avant le succès du livre de Jérôme Fourquet, nous avons parlé au Conseil de développement de la société archipélisée. Nous avons inventé le concept de métropole rapprochée pour illustrer la densité urbaine. Nous avons parlé de la santé du territoire dans le cadre de la démarche « Ma ville demain » il y a près de 10 ans. Nous avons indiqué, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, que le sport devait sortir des limites communales. Si ces réflexions ont eu un intérêt, il importe peu finalement qu'elles nous soient attribuées. L'essentiel est qu'elles nous fassent progresser ensemble. Je retiendrai aussi que nous sommes une sorte de porte d'observation du territoire et de ses évolutions. Nous avons vu cette métropole se construire, se développer avec ses atouts et ses faiblesses. Nous avons soutenu et accompagné ce développement. Nous constatons aussi à quel point cette métropole reste, je n'ose employer un mot dont la connotation a évolué très négativement, attractive. Et cette attraction exercée par le territoire n'est pas forcément chez les cadres, ce n'est pas forcément chez les cadres que nous la constatons, mais chez les jeunes volontaires du service civique avec lesquels nous travaillons depuis une dizaine d'années et que nous recevons chaque année. Ils gagnent 500 € par mois, vivent dans la précarité quand ils n'ont pas l'aide de leurs parents, et pourtant Nantes les attire. Ils pointent bien sûr certaines insuffisances, la sécurité, les filles surtout, le logement, mais ils réitèrent chaque année la même formule, ici, ça bouge. Une métropole qui attire la jeunesse, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous avons été aussi un poste d'observation du débat public. Depuis 10 ans, la qualité de ce débat public, à Nantes comme ailleurs, ne s'est pas toujours améliorée. Les anathèmes, les refus d'entendre une autre opinion que la sienne occupent une large place. La démocratie participative elle-même est parfois devenue le lieu de minorités actives. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Chacun les pratique, moi aussi un peu, mais ils tiennent plus souvent du saloon de Lucky Luke que du Collège de France. On ne vient pas y débattre, mais d'abord chercher le conflit, le plus souvent à partir de propos sortis de leur contexte et de petites phrases. Il est toujours surprenant de constater que des personnes de grand talent, des intellectuels, souvent renommés, se comportent parfois sur les réseaux sociaux à peu près comme des adolescents de 14 ans. Une sorte de démocratie de la punchline, comme on dit maintenant. Il en résulte un monde qui est celui d'une grande confusion des idées, et bien souvent de l'absence d'idées, voire de certaines formes de haine. Le regretté Umberto Eco avait eu des mots durs, sans doute excessifs, liés à sa génération sur les réseaux sociaux et ce qu'il appelait l'invasion des imbéciles. Mais il avait posé une question de fond. La réponse n'est pas simple, et chacun sait qu'on ne revient pas en arrière en matière de technologie. Après tout, ce sont d'abord les hommes et les femmes et leurs défauts qu'il faut incriminer, pas leurs outils. Les réseaux sociaux ne transforment pas les individus, ils les révèlent tels qu'ils sont, pas toujours à leur avantage. Dans ce monde confus, on peut avoir l'illusion que tout se vaut, et dès lors, ce sont les modes qui prennent le pas sur le fond. Pendant ces 10 années, j'ai essayé d'animer le Conseil à distance des modes et de l'air du temps, avec un peu d'exigence intellectuelle. Lors de mes vœux récents, j'ai rappelé que nous faisions en quelque sorte de la participation naturelle, sans additifs, sans exhausteur de goût de type post-it ou gommette. Une forme de participation bio, en quelque sorte, qui privilégie l'écoute et la rencontre des idées sans qu'il soit besoin d'artifice.
Nous avons gardé un côté sérieux, peut-être suranné pour certains, mais je ne crois pas qu'on réfléchisse sérieusement sans un minimum d'effort intellectuel. Je ne crois pas qu'on élabore des propositions en jouant. Tout comme je n'arrive pas à imaginer qu'ici, au Conseil métropolitain, vous puissiez étudier de grands projets et prendre des décisions en collant des post-it sur les murs ou en votant avec des gommettes. Mais peut-être suis-je resté un homme du XXe siècle. Le Conseil de développement a aussi ses défauts. Il attire plus souvent le retraité que l'actif, et le retraité plutôt masculin. On nous reproche souvent ce côté assemblée des sages. Le reproche n'est pas infondé, mais si nous figurons sans doute parmi les rares qui organisent depuis 10 ans un dialogue continu avec les jeunes générations grâce à l'association Unicité et les volontaires du service civique, ces rencontres intergénérationnelles sont instructives et nous rappellent que la vision, pas toujours optimiste, portée sur le monde par les jeunes, mérite d'être entendue. Mais au-delà de ce bilan, dont je ne suis pas le meilleur juge, je voudrais vous parler un peu d'avenir. C'est au cours du second semestre 2020 que devra se dessiner le nouveau Conseil de développement. Il ne s'agira pas simplement d'avoir un nouveau président ou une nouvelle présidente ou une coprésidence, pourquoi pas. Il faudra aussi repenser le fonctionnement et les missions et prendre le temps pour le faire. Je voudrais formuler devant vous quelques propositions en les fondant sur une question. De quel type de conseil de développement la métropole a-t-elle besoin ? La loi impose des contraintes pour les conseils de développement, pas toujours bien prises en compte jusqu'à maintenant. Dans la composition du conseil, nous avons toujours privilégié l'ouverture la plus large, mais il faut aussi traiter, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, la question de la parité, de la mixité sociale, de la diversité des classes d'âge, de la représentation des communes aussi, dont nous n'avons pas suffisamment tenu compte. Il faut réfléchir aussi, peut-être, à une part de tirage au sort et peut-être à de nouvelles formules de fonctionnement. Mais quelle que soit la physionomie du futur Conseil, il faut garder à l'esprit la nécessité de la souplesse. On peut réussir sur le papier la composition d'une instance, mais la rater dans son fonctionnement quotidien. Sur la base de l'expérience acquise, je voudrais évoquer plusieurs missions qui me paraissent essentielles pour l'avenir du Conseil de développement. La première grande mission est celle que j'appelle la fabrique de la qualité citoyenne. Être citoyen, ce n'est pas qu'un droit d'expression, c'est aussi un devoir vis-à-vis de la collectivité. La qualité de la citoyenneté se fabrique mieux avec la formation et l'information que par la seule écoute d'expressions individuelles, si nécessaires soient-elles. Les dispositifs participatifs mis en œuvre depuis des années sont utiles et offrent aux citoyens des canaux d'expression indispensables. Ils ne permettent pas toujours le recul nécessaire et peuvent générer aussi la frustration et le sentiment de ne pas être suffisamment entendus. La participation citoyenne nécessite du temps, pour l'écoute comme pour la réponse. Dans cet esprit, les grands débats métropolitains ont constitué une avancée majeure et ont permis de développer une nouvelle manière d'appréhender la décision publique. Ils ont permis aussi de mettre en œuvre des dispositifs de suivi indispensables à la confiance. J'insiste d'autant plus sur la qualité des grands débats que le Conseil de développement avait été à l'origine d'un certain nombre de propositions sur leur mise en œuvre. S'agissant du futur Conseil de développement, il me paraît important qu'il puisse aller au-delà du seul champ participatif pour enrichir la citoyenneté. C'est dans cet esprit qu'avec le CCO et la revue Place Publique, le Conseil a mis en route un pôle de débat public qui pourrait être conforté dans l'avenir en y associant d'autres acteurs. Ce lieu de débat public, à distance des enjeux de la quotidienneté, est déjà une réalité. À travers la manifestation Questions publiques, nous avons déjà reçu plus de 80 invités de tous horizons pour promouvoir la connaissance et la réflexion sur les grands enjeux contemporains. Le socle de ces débats publics, c'est d'abord l'association de 3 partenaires publics ou associatifs. Le Conseil de développement, structure officielle de débat public territorial prévue par la loi,
Place publique, revue de réflexion et de débat de qualité, unique en son genre dans les métropoles. Et le CCO, outil original d'animation et de valorisation du territoire et de ses réseaux. Sur cette base, on peut construire un véritable espace dédié à la valorisation du débat public auquel pourraient venir s'ajouter, comme je l'ai dit, d'autres acteurs locaux. Cette idée du pôle de débat public repose sur un constat. Dans la société contemporaine, la question de la formation et de l'information citoyenne est primordiale. Et les risques d'effondrement sociétal dont on parle beaucoup aujourd'hui tiennent largement au poids de l'ignorance et des crédulités. L'idée de fabrique de la qualité citoyenne, c'est une manière de réinventer l'éducation populaire aux couleurs du XXIe siècle. Fabriquer de la qualité citoyenne, c'est fabriquer du commun et du respect des règles collectives. Le citoyen consommateur de prestations publiques devient souvent citoyen roi. Et l'usage généralisé de l'expression « le peuple » dissimule aussi les intérêts catégoriels. La citoyenneté, c'est d'abord s'insérer dans une capacité collective à réfléchir et à agir. À l'échelle métropolitaine, fabriquer de la qualité citoyenne, c'est aussi donner au Conseil un nouveau rôle dans les projets métropolitains. Pourquoi pas celui de proposer des sujets pour de futurs grands débats? Celui, éventuellement, d'être le garant ou même l'animateur des concertations sur un certain nombre de projets. Tout cela est à débattre, mais je suis convaincu que pour faire vivre une citoyenneté active, a fortiori dans une métropole sans élection directe, il faut informer et former sans relâche. La métropole est un espace de coopération entre les maires, pas encore tout à fait un espace politique. Il fonctionne plutôt bien, mais il faudra franchir un jour une autre étape sur le mode d'élection dans les intercommunalités. En attendant, le Conseil de développement peut être le lieu de la constitution d'une citoyenneté métropolitaine pour l'avenir. La seconde mission qui pourrait être attribuée au Conseil est celle de la prospective, celle d'une chambre du futur. L'expression peut paraître bien ambitieuse, voire un peu prétentieuse, mais nous avons besoin de lieux du temps long. Selon la loi, le Conseil livre des avis et des propositions sur les grandes politiques publiques. C'est une mission de base à laquelle on pourrait associer celle de l'évaluation. Ce serait une occasion de mettre en perspective l'action publique locale en lui donnant la dimension du temps long. La démocratie nécessite ce temps long sur des thèmes qui engagent l'avenir. L'air du temps est à l'urgence, ce qui galvaude ce mot au point qu'il est devenu un mantra qu'on finit par ne plus entendre. Le Conseil a un rôle à jouer en se décalant des dispositifs participes classiques qui sont d'abord des chambres des réalités du moment. L'expression sur la vie quotidienne est indispensable, mais elle doit s'accompagner d'espaces de débat prospectifs. Cette dimension prospective pourrait d'ailleurs se nourrir de commandes de la métropole au Conseil sur quelques grands sujets. Une troisième mission du Conseil pourrait être de nourrir à l'échelle du citoyen le concept d'alliance des territoires, comme vous l'avez évoqué. Les travaux que nous avons conduits sur la citoyenneté métropolitaine ont mis en avant le concept de la métropole qui déborde pour désigner une institution métropolitaine dont les décisions impactent un nombre toujours plus grand d'habitants en dehors des frontières administratives de l'institution. Ce nouvel espace de vie complexifie la gouvernance et la capacité d'intervention du citoyen dans les processus de décision. Le Conseil pourrait être ce lieu qui élargit le débat public à une échelle de bassin de vie dépassant les limites institutionnelles de la métropole. Le concept d'alliance des territoires a été inventé ici à Nantes. Il faut faire vivre la discussion autour de cette idée et lui donner de la chair citoyenne. Ce sont les populations qui sont les premières concernées. Les conseils de développement doivent favoriser les échanges entre habitants pour dépasser les clichés d'une métropole qui assécherait son territoire, son environnement. Les réalités sont plus complexes et les conseils doivent être des lieux de dépassement des clichés et des tabous. Les conseils de Loire-Atlantique viennent de se constituer en réseau et j'espère que cette thématique de l'alliance des territoires sera l'un des thèmes de réflexion de ce réseau. Si cette alliance des territoires a d'abord un caractère externe à la métropole,
elle peut aussi se décliner à l'échelle interne. Le processus de la décision métropolitaine est encore trop peu lisible pour les habitants. Les pôles de proximité ont constitué un progrès, mais ils restent encore trop peu connus et ne revêtent pas de dimension proprement politique. À partir de ces pôles, et pour encourager ce que les experts nomment la territorialisation des politiques publiques, il faut imaginer de nouveaux modes de dialogue entre habitants et décideurs, mais aussi entre les habitants eux-mêmes. Un des mérites de la démocratie participative, c'est de favoriser aussi l'échange horizontal entre les habitants. Cette démarche permettrait de dépasser le débat commune-métropole en favorisant une meilleure compréhension de la décision politique, de la décision publique. À l'externe comme à l'interne, ce concept d'alliance des territoires a besoin d'être nourri pour se traduire dans la vie quotidienne des habitants. Ces trois grandes missions que je viens d'évoquer ici, Chambre du futur, Fabrique de la qualité citoyenne, Alliance des territoires, pourraient constituer l'ossature des missions du Conseil de la prochaine décennie. D'autres pistes sont aussi possibles, celle de la médiation notamment. Dans un contexte souvent conflictuel entre habitants et institutions, il y a des choses à apprendre du mode de résolution de ces conflits pour modifier les conditions de la décision publique. Pour conclure ce propos, je voudrais dire un mot des grands enjeux écologiques. Le nouveau Conseil de développement devra prendre sa part dans l'approche de ces questions. Nous avons devant nous des défis colossaux à relever. En tant qu'élu, vous êtes en première ligne et l'expression n'est pas qu'une image, tant les projecteurs de l'actualité qui vous observent au quotidien ressemblent parfois à des mitrailleuses. Mais pour affronter ces enjeux, il ne faut pas perdre le goût du futur. Faute de comprendre le monde qui vient, on le dramatise. Et le présentisme est bien souvent l'unique socle de la réflexion. Le futur est vécu comme porteur de difficultés, voire de catastrophes. Et le monde est appréhendé sous l'angle de la conservation de l'existant. Le projet de la société à venir peut nous conduire à des remises en cause dans nos modes de vie. La démocratie pourrait d'ailleurs s'en trouver interrogée douloureusement. Mais on ne peut pas avoir l'effondrement de la société comme seule ligne d'horizon. Il faudra que la réflexion collective des élus, des citoyens, fasse un peu de place au goût de l'avenir. Le progrès humain garde un sens qui n'est pas que celui du sacrifice. L'avenir a besoin d'un grand élan collectif et l'ensemble des citoyens est concerné. Mais il faudra être vigilant sur l'exigence demandée à chacun et sur l'égalité de traitement. Dans ce monde qui vient, on parle souvent de développer les comportements vertueux. La vertu de Montesquieu est un principe public d'une haute élévation. Mais pour que la société progresse et parce que les humains ne sont que des humains, nous utilisons, nous, souvent au Conseil, la formule selon laquelle la vertu avance plus vite lorsqu'elle chevauche l'intérêt. Sur cette base de réalisme et de pragmatisme, l'action publique que vous conduisez dans vos fonctions d'élus affrontera l'avenir dans les meilleures conditions pour faire évoluer la société. Cher Philippe Audic, je crois que les applaudissements nourris que tu viens d'entendre témoignent du respect des uns et des autres, de ton engagement pour la chose publique, mais j'aurai l'occasion d'en redire deux mots en conclusion. Je voudrais saluer à mon tour Gabriel Vitré, que j'ai aperçu maillon ô combien précieux de ce Conseil de développement, et puis l'ensemble des membres du Conseil qui t'accompagnent. Cher Philippe, ce matin, je vous propose maintenant de pouvoir ouvrir le débat s'il y a des demandes d'intervention. Fabrice Roussel. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues,
tant que vice-président au dialogue citoyen. Je tenais évidemment à saluer tous les travaux du Conseil de développement, l'engagement de ses membres et Monsieur le Président, cher Philippe, mais aussi saluer tout le travail réalisé au quotidien par Gabriel Vitré et Brigitte Simon. Vous avez évoqué des évolutions souhaitables dans les années à venir pour le Conseil de développement, mais je veux quand même souligner le fait que depuis de nombreuses années, vous cherchez en permanence à faire à la fois évoluer la structure, puisque je suis en charge des relations avec le Conseil depuis 2008. Nous avons vu à chaque début de mandat des évolutions. Donc cette évolution, cette interrogation, elle a toujours été permanente au sein de votre structure, comme je tiens à souligner l'évolution permanente sur les méthodes de travail, sur la volonté de toucher certains publics. Je veux également vous dire que l'expérience du Conseil de développement dans la vision du dialogue citoyen aura été particulièrement précieuse au cours de ce mandat sur l'organisation de nos grands débats. Si nous avons souhaité qu'il y ait par exemple un document socle, un document de connaissance à chaque début de grand débat, si nous avons mis en place des commissions, d'abord composées de citoyens et d'élus, et ensuite totalement composées de citoyennes et de citoyens. Si nous avons mis en place un droit de suite, c'est parce que des recommandations avaient été faites par le Conseil de développement pour l'organisation de nos grands débats. Et donc cette expérience, elle aura été utile à faire en sorte que les grands débats citoyens puissent être de qualité. Il a été évoqué la question de la liberté. Je crois qu'on a tous été attachés à ce que le Conseil de développement puisse agir en totale liberté, à la fois sur les avis donnés, à la fois évidemment sur la capacité à se saisir de différents sujets, et même parfois la capacité à organiser des off du grand débat, et donc finalement de se dire, il y a un grand débat, il y a une commission qui travaille sur cette organisation, mais nous aussi, on a notre rôle à jouer dans ce grand débat. Je veux aussi saluer le temps d'avance qui vous caractérise. Temps d'avance, évidemment, sur certains sujets dont on sentait qu'ils pouvaient être métropolitains, mais les élus n'étaient pas encore allés sur cette avancée. La question du sport, évidemment, du sport de haut niveau a été évoquée, mais je le dis très tôt, vous avez eu conscience à la fois du fait métropolitain et très tôt, vous avez eu conscience de la nécessité de travailler sur l'exercice de la citoyenneté métropolitaine. Comme très tôt aussi, vous avez eu conscience que la question de l'Alliance des territoires était un vrai sujet d'avenir. Donc il y a un vrai temps d'avance dans les travaux du Conseil de développement, et je pourrais citer aussi d'autres sujets de société que vous avez d'ores et déjà travaillé et qui sont évidemment des sujets d'avenir dans les prochaines années. Et je veux aussi dire que nous avons besoin d'une structure comme la vôtre pour travailler sur le temps long, parce que aujourd'hui, le monde va très vite, les élus doivent parfois prendre des décisions très rapidement. Et ce regard sur le temps long, sur l'évolution de la société, sur la nécessité d'informer les citoyens, eh bien, est aussi précieux pour nous, les élus, parce que ça nous permet de savoir prendre parfois du recul dans un monde qui va très vite. Et puis pour terminer, évidemment, je veux saluer, Philippe, ton engagement. Je crois que tu as une grande capacité à faire travailler un collectif d'une grande diversité, parce qu'on ne le voit pas forcément suffisamment assez, mais le collectif du Conseil de développement, c'est une grande diversité d'opinions, d'expériences, et tu as cette capacité à faire travailler ce collectif, à trouver les synthèses, même si parfois il y a là aussi des divergences dans les positions. Et je veux évidemment te remercier pour avoir été un relais précieux entre les travaux du Conseil de développement et les élus du Conseil métropolitain, et puis évidemment souligner cette passion du territoire, cette passion du débat public, et je crois que c'est particulièrement précieux pour nous d'avoir des citoyens engagés comme toi, donc un grand merci pour tout le travail effectué durant ces 10 années. Merci. Pierre-Yves Lebrun. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil de développement, Mesdames et Messieurs,
Les propos que vous venez de prononcer, Monsieur le Président, et les vœux que vous avez prononcés en ce début d'année doivent alimenter notre réflexion les années à venir. Les travaux du Conseil de développement sont importants, éclairants, quand nous avons parfois l'impression que les élus les suivent par politesse sans toujours s'inspirer de leur pertinence. Vous soulignez votre place dans les grands débats organisés par la métropole, votre rôle de facilitateur pour permettre notamment aux jeunes de participer. C'est une place qui a du sens. Vous relatez l'incident du mouvement des Gilets jaunes au moment où, sous couvert de l'évolution de la loi dans le sens de la simplification administrative, le législateur envisageait de rendre les conseils de développement facultatifs. Bravo pour votre pugnacité et la coordination entre les conseils de développement du territoire. Votre existence est maintenant garantie, au moins pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants. La démocratie a besoin de votre oxygénation. Vous revendiquez de vous inscrire dans un temps long, prenant le temps de travailler avec des acteurs du territoire, des chercheurs, l'Université de Nantes. C'est indispensable. Comme vous le dites, le bruit des faux débats perturbe souvent le silence des idées qui mûrissent. À ce titre, nous apprécions les débats que vous organisez régulièrement. Celui que vous avez récemment initié sur les actions territoire zéro chômeur a retenu toute notre attention. Comme il a été dit lors de cette soirée, il est effectivement regrettable que Nantes Métropole ne mette pas plus d'entrain pour soutenir ce dispositif. Misons que votre interpellation permette de faire avancer ce projet utile à notre territoire. Vous dites vouloir quitter la présidence cette année. Mieux, vous faites déjà des propositions pour la suite. Nous croyons comme vous que le soutien à une qualité de citoyenneté est un bel objectif, comme la volonté de contribuer à l'alliance des territoires, même si nous croyons encore plus à la coopération des territoires. D'ores et déjà, merci pour le travail que vous avez accompli pendant ces 10 années au Conseil de développement. Vous ne serez pas surpris de recevoir notre soutien quand vous soulignez que l'écologie est un enjeu majeur et que nous devons garder le goût de l'avenir. Oui, nous devons inscrire toutes ces décisions dans une perspective d'avenir. Toutes les décisions prises aujourd'hui doivent aussi l'être pour demain. Oui, nous devons inscrire toutes les décisions en articulant mieux les échelles et les thématiques. Le Conseil de développement, le Césaire et le Conseil de développement de Loire-Atlantique gagneraient à se mobiliser ensemble pour faire avancer les collectivités dans ce sens. Nous avons aussi à trouver de nouvelles manières de faire pour donner aux citoyens un droit d'interpellation ou en conseil métropolitain pour reproduire les décisions et l'action des pôles de proximité des habitants. Nous comptons sur vous pour nous y aider. Merci. Quelques mots pour finir s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Cher Philippe, permets-moi, avant que le Conseil puisse te libérer, de t'adresser quelques mots plus personnels, après avoir commencé sur le fond et sur l'engagement collectif du Conseil de développement. Je voudrais saluer devant tous ici un double passionné. Un passionné du territoire d'abord, un amoureux du territoire, et un passionné de la chose publique. Fabrice l'a dit, tu as cette capacité bien singulière à avoir su faire travailler au sein du Conseil de développement des hommes et des femmes de parcours, de sensibilité et de convictions extrêmement diverses. Et pour cela aussi, je crois qu'on doit te saluer. Enfin, je voudrais te remercier aussi d'une forme d'exigence intellectuelle, au bon sens du terme, qui refuse de céder à la paresse ou à la caricature, qui refuse la lecture d'un monde binaire, qui refuse les instrumentalisations trop faciles. Je crois qu'en effet, l'initiative citoyenne, la capacité à bouger des lignes, la capacité à mettre de l'oxygène, demande de l'engagement, de la pugnacité, mais aussi du respect, mais aussi
du dialogue. Et tu as su, comme président de conseil de développement, faire preuve de l'ensemble de ces qualités très sincèrement. Je voudrais, devant tous ce matin, et pour conclure, t'en remercier chaleureusement.